exposé. Je donne maintenant la parole à Madame Mirjana Spoliarik-Egger. Monsieur le Président, les guerres menées sans règles transforment les guerres contre des combattants en guerre contre des civils. Je me suis rendue en mission ces derniers temps au Moyen-Orient où les retombées des conflits sur les civils sont si claires. La brutalité de la guerre se fait sentir à travers les régions, qu'il s'agisse du Moyen-Orient, de la Corne de l'Afrique, de l'Europe de l'Est, mais aussi ailleurs. Nous ne pouvons plus non plus prétendre que ce dont nous sommes les témoins dans ces conflits respecte le droit face à l'ampleur des souffrances, face aux discours choisis. Lorsque les dirigeants agissent sans retenue, lorsqu'ils qualifient leurs opposants de sous-humains, lorsque ce sont des populations entières qui sont menacées, c'est plus qu'une simple incitation à un crime de guerre. C'est remettre en question l'essence même de notre humanité. À travers toute notre histoire, la déshumanisation a été un signe précurseur d'atrocité. C'est ce qui rend beaucoup plus facile la justification d'atrocité lorsque l'on ne voit plus son semblable comme un être humain. Mais que faire lorsque cette situation devient la norme? Cela permet à vos ennemis d'en faire de même. Les conséquences sont horribles et indéniables. Ce sont des territoires entiers réduits en ruines, des hôpitaux détruits, des patients tués, des secouristes, des travailleurs médicaux qui sont pris pour cible. Voilà autant de violations du droit international humanitaire qui ont lieu sous nos yeux. D'autres violations sont commises dans l'ombre, dans les centres de détention, dans les cellules, dans les salles d'interrogatoire, loin des yeux du public. Dans cette situation de déséquilibre de pouvoir entre un détenu et son geôlier, bien des limites morales peuvent s'effondrer. Dans bien trop de conflits, des détenus sont privés de leur humanité. Ils sont considérés comme moins que des êtres humains et donc privés d'un traitement juste et équitable. Ils sont privés de leur identité. Les informations les concernant sont détruites. La déshumanisation ne se limite pas aux combattants détenus. Ce sont aussi les civils qui sont privés de leur liberté et qui subissent les mêmes abus. Cette cruauté délibérée n'est pas le fruit du hasard. La torture ou les abus par accident n'existent pas. Il s'agit d'un système qui naît de la volonté de faire fi du droit et qui est lié à des stratégies militaires visant à détruire de façon irréversible. Les conventions de Genève l'indiquent clairement, les conflits armés, y compris l'occupation, la détention de prisonniers de guerre, de civils, font l'objet de règles du CICR qui doivent pouvoir les visiter. C'est de cette façon que nous pouvons éviter que ces personnes soient portées disparues. Malgré les obligations des États à garantir des visites pour le CICR, nous sommes privés d'accès ou notre accès est bien trop limité. Il s'agit là d'une érosion dangereuse des normes qui met non seulement en péril les personnes détenues aujourd'hui, mais celles qui risquent de l'être demain. Nous poursuivons nos visites dans les centres de détention chaque fois que nous le pouvons. La semaine dernière, j'ai visité la prison centrale de Kark à Bagdad, qui compte des ressortissants de 70 nationalités différentes transférés récemment depuis le nord-est de la Syrie. Il s'agit surtout d'enfants pris au piège d'une guerre qu'ils n'ont pas choisie et qui encourent maintenant une vie en prison. Voilà ce qui se déroule lorsque la communauté internationale considère que des pans entiers de la population ne relèvent plus du droit et lorsque nous n'avons pas le courage moral d'intervenir pour leur sort. Pour trop de personnes qui vivent dans la guerre ou dans l'occupation, ce sentiment d'emprisonnement ne se limite pas au centre de détention, mais bien à la vie quotidienne. Aujourd'hui, c'est l'avenir de millions de civils
qui est inextricablement liée à la destruction de leur foyer, de leurs moyens de subsistance, à la destruction de leurs terres, les privant par là même de la dignité humaine. Les conflits armés n'ont pas lieu dans une situation de vide. Lorsque les efforts politiques échouent, c'est la guerre qui s'ensuit. Voilà pourquoi nous devons investir dans des solutions pérennes face aux conflits et pas simplement réagir lorsqu'il faut les gérer. Monsieur le Président, protéger les civils et traiter votre adversaire selon le droit ne vous affaiblit pas. C'est de cette façon que vous renforcez votre statut moral dans votre pays et à l'étranger. Les premiers signes de paix se constatent avec, en général, la libération de prisonniers ou le retour des dépouilles auprès de leurs proches. Ce sont des actes et des actions qui peuvent être menées lorsque les parties respectent les règles de la guerre. Voilà pourquoi j'exhorte les dirigeants à faire du droit international humanitaire une priorité. Je suis enthousiasmée de constater que 111 États ont rejoint l'appel à respecter le DIH. C'est une initiative du Brésil, de la Chine, de la France, de la Jordanie, du Kazakhstan et de l'Afrique du Sud visant à mobiliser des engagements politiques en faveur du droit international humanitaire. Nous ne pouvons pas céder à une culture politique qui efface les leçons nées des cendres de la guerre et de la destruction de masse et du génocide. C'est à vous, membres du Conseil de sécurité, membres de l'Assemblée générale des Nations unies et États partis aux conventions de Genève, de changer de cap. Je vous remercie. Je remercie Madame Egger pour son exposé. Je donne maintenant la parole aux membres